Vous vous souvenez de moi, monsieur? Cherchez bien. Ai-je donc tellement changé, moi aussi? Rappelez-vous, le marquis de Patatras. Hein? Ça y est, vous y êtes. Oui, j'étais tombé lors d'un bal en dansant. Patatras, comme c'est piquant. Je ne m'en suis jamais relevé. Et où est-il maintenant, votre bel esprit? Envolé? Quelle perte fâcheuse pour les salons. Mais j'ai vu bien des pays depuis. Oh, avec des mœurs plus rudes. Et pourtant, je n'ai jamais cessé d'y penser. Mais je sens que je vous fatigue, monsieur. Je vais attendre Madame de Blaillac au salon et laisser monsieur se reposer. Je vous ai annoncé, elle est à sa toilette. J'ai peur que dans sa joie, monsieur de Blaillac ne se soit oublié. Rentre chez toi. Mais monsieur... Tu claques des dents, tu as les yeux brillants, tu sais ce que ça veut dire. Je pars. Monsieur, c'est qu'on manque de bras. Le père a la fièvre. Il paraît que le roi guérit ceux qu'il touche. Tous les hommes peuvent faire des miracles. Tu ne me crois pas? Ben, je te fais une promesse. Nous chasserons le mal des marais et il fera bon vivre ici. Tu vas faire dire des messes? Non, pas de messe. Nous construirons des digues et des canaux. Nous planterons des arbres et nous sèmerons. Ce pays sera très beau un jour, tu verras. Te voilà chez toi. Quand tu verras le roi, donne-lui ma médaille à bénir. Je te le promets, Léonard. Tu ne partiras pas sans ma bénédiction. Ta mère s'inquiète de ce voyage. On dit tant de choses sur Versailles. Dimanche, dans votre sermon, dites-leur d'espérer. Je leur dis d'espérer en Dieu. Versailles était entouré de marais putrides. Monsieur le nôtre en a fait des jardins, par la volonté d'un homme. Par la volonté d'un roi. Je remuerai Versailles, bureau par bureau. Je verrai le roi s'il le faut, et on m'entendra. À genoux. Le chapeau, voyons.
Nomine Patris et Filius Spiritus Sancti. À bientôt. Un des plus beaux esprits du siècle. Et quelle bonne mine. Oh, Miltaï, vous êtes rentré d'Amérique. L'air empoisonné de Versailles me manquait, monsieur de Bellegarde. Je m'étonne de vous trouver à son chevet. J'aurais préféré l'enterrer vivant que mort, mais Dieu dispose de nous. Messieurs, nous nous recueillons. Puis-je vous prier à souper? Nous serions mieux devant une volaille. La Blaillac va sûrement traverser une crise de rigueur et d'austérité. Pardon, messieurs, c'est la maison de monsieur de Blaillac? Oui, vous êtes un de ses proches? J'ai une lettre de recommandation pour monsieur de Blaillac. Ah, vous tombez bien. Il reçoit en ce moment même. Vous le reconnaîtrez facilement à sa veuve. Adieu, monsieur. Son esprit nous éclairait en toutes choses. Il faisait grand cas de vos opinions. L'Académie est en deuil. Vous savez comment il s'y consacrait. Quelle perte. Mon Dieu, quelle perte. Condoléances, madame. Votre époux était un ami de mon père. Du mien aussi. J'ai voyagé depuis le pays de Dombes. C'est votre premier séjour à Versailles? J'ai vu le jour par hasard au cours d'un voyage. Ah, courtisan de naissance. On peut naître dans une écurie sans se croire cheval. Dieu seul peut nous juger. Que dis-tu, l'ami? Dieu seul peut... Dieu pardonne aux voleurs quand leurs enfants ont faim. De nos deux rencontres, je ne saurais dire laquelle est la plus plaisante. Qui ai-je l'honneur de saigner? Grégoire, penses-tu donc de mal à voix? Marquis de Bellegarde. Voici Charlotte, ma gouvernante. Et son fils Paul. Paul est sourd-muet. Idiot, mais pas méchant. Les voyageurs ne sont pas suffisamment prévenus contre le brigandage qui règne près de Versailles. Le bon médecin doit pouvoir juger un sang comme le gourmet un vin. Beau rouge vif, fluidité, mais consistance. Vous vivez au grand air. Et mangez des viandes maigres. Je vis dans l'air corrompu des marais et nous mangeons surtout des poissons de vase. Ah. Mais, Mon Dieu, mes plans. vous êtes ingénieur hydrographe? Oui, monsieur. Les fièvres sont le fléau de mon pays. Je suis à Versailles pour soumettre ce projet d'assèchement des marais. La difficulté, monsieur, n'est pas d'être reçu, mais écouté. Je veux faire appel au bon sens et à la compassion. On dit que mon repas est un bon ministre. Comment se peut-il que vous ignoriez à ce point les usages de Versailles? Ah, voilà. Je vous ai saigné à blanc. Il faut vous reposer. Vous ferez 2 jours de lit et de diète avec un verre de vin le soir.
La nuit est faite pour dormir, monsieur. Vous peinez bien inutilement. Merci. Mémoire pour servir à l'édification du régent Philippe d'Orléans sur les causes d'épidémie qui infestent la Dombe et des moyens d'y porter remède par le marquis de Gora. Il n'a même pas été ouvert. Pensez-vous que votre mémoire puisse connaître un meilleur sort? Merci, monsieur. Vous m'évitez des déconvenus. J'en ai tellement vu des gentilshommes de province. Je plaiderai ma cause de vive voix. Et là, je rajouterai une écluse. Nous aurions ainsi un bassin pour réguler le débit en cas de basses eaux. Nul doute que Sa Majesté serait très intéressée par un tel ouvrage hydrographique. Le roi est si friand des choses de la technique. Faites aussi valoir que les fièvres déciment ces sujets de la Dombe. On le dit très sensible. C'est sa faiblesse. C'est pourquoi je me garderais bien de parler de vos plans à Sa Majesté. De même que je ne lui dis rien de ses projets de tunnels sous la Manche, d'assèchement des Landes ou de voyages cartographiques aux Indes. Projet peut-être fort utile, mais fort coûteux. Si l'ouvrage entier est trop cher, au moins pourrait-on assécher les marais. Ce sont les finances du royaume qu'on assèche. J'ai la charge de tenir les comptes. Vous n'ignorez sans doute pas la situation. À quel prix comptez-vous la vie humaine? Elle passe après le destin de la France. Sauf pour les philosophes. Adieu, monsieur, j'ai du travail. J'alerterai le roi des misères qu'on lui cache. Faites. Ces messieurs de l'aile droite mèneront le royaume à la banqueroute. Je m'occupe, monsieur, d'ouvrages d'art militaire et de fortification. Monsieur Maurepas est un homme âgé et prudent. J'ai pensé qu'un cœur jeune et ardent comme le vôtre... La lourde charge qui est la mienne me rend inaccessible à la flatterie. Dans l'aile gauche, les passe-droits ne sont pas d'usage. Adieu, monsieur. Cependant, je vous donne un conseil, rédigez un mémoire, et je vous promets d'y faire écho. L'aile gauche du château est occupée par les ministères. On y travaille aux affaires du royaume. L'aile droite accueille la cour. On y travaille à ses propres affaires. Je ne veux qu'un rendez-vous avec le roi, rien d'autre. Rien d'autre, vous m'amusez. À Versailles, on vous appelle des solliciteurs. Combien êtes-vous 1000? Certains y parviennent, non? Aidez-moi. Introduisez-moi à la cour. Rentrez chez vous, monsieur, vous serez plus utile à vos paysans. Mon projet contrarie des propriétaires puissants et cupides. Versailles est ma dernière chance. Mais vous êtes tous les mêmes. Vous arrivez à Versailles, la tête pleine de titres, de pensions, de charges. La cour! La cour! Ce mot-là vous grise. Je doute que vous ayez des qualités requises pour vous y faire entendre. Ah, rentrez chez vous, monsieur. Et remerciez-moi. Pardonnez-moi si je vous ai importuné. Si je ne fais pas double 3, je dis le secret de l'Église. Oh oui, le secret. Eh bien, tant pis, je le dis. Il n'y a pas de purgatoire. Oh. Je crois reconnaître votre obligé. Tout frais de votre belle province, vous devez avoir un regard aiguisé sur les ridiculités de la cour. Il est écrit « Ne juge point et tu ne seras point jugé ». Vous pensez bien que si les évangiles étaient de quelque utilité à Versailles, cela serait venu à ma connaissance. Joignez-vous à notre parti, si le cœur vous en dit. Nous jouons à 10 sols le point. Les boucles d'argent de mes souliers sont ma seule richesse. Mais vous pouvez les estimer de plus près, en vous courbant bien. Que sollicitez-vous à Versailles?
La charge d'assainir les marais de la Dombe, un paradis pour les moustiques. La vie d'un paysan n'y dépasse pas 35 ans. Pauvres gens. Comme un malheur ne vient jamais seul, leur simple évocation provoque l'ennui. C'est que voyez-vous, monsieur, les paysans ne nourrissent pas seulement les moustiques, ils nourrissent aussi les aristocrates. Il est moins sot qu'il n'en a l'air. C'est toute la différence entre nous, monsieur. Sa Majesté la Reine! Ah, Blaillac, puis-je vous emprunter la baie? Je suis l'humble serviteur de Sa Majesté. J'ai une partie de piquet, mais il n'y a que des ennuyeux. Un esprit vivace ne sera pas de trop. Merci, ma tendre amie, je vous le rendrai. Mais vous étiez occupée? Ça n'a aucune importance, Majesté. Votre jeune assommé semble avoir retrouvé tous ses esprits. Je ne sais s'il le doit à vos soins, Marquis. Permettez-moi de l'espérer, madame. En tout cas, agilité de conversation certaine. Je ne vous vois plus très souvent à mes goûters. Quand vous m'y conviez, madame. Oh, ai-je besoin de vous inviter? Et amenez-nous donc votre protégé. Double 6. Vos premières armes, monsieur, peuvent nous donner quelque espoir. Ce méchant petit abbé est un intime de la reine. Et je m'en suis fait un ennemi. C'est le bel esprit qui ouvre les portes. Et vous n'en êtes pas dépourvu. Qui se soucie du pays de Dombe? Ah, personne d'autre que vous, ça. Bien sûr, mais patience. Si la cour s'intéresse à votre personne, alors le pays de Dombe aura ses entrées à Versailles. J'ai dépensé en une semaine de quoi vivre un an chez moi. Si l'inconfort ne vous fait pas peur, je peux vous assurer le gîte. Mon devoir était de vous décourager, mais si vous passez outre, il est de vous aider. Pourquoi faites-vous cela, monsieur? La droiture et le bel esprit sont rarement réunis. Trop de blanc jaunit les dents. À votre âge, il faut garder le naturel de l'incarnation. Mais un peu de rouge rehausse le teint. La comtesse est proche du roi, dit-on. Les sujets graves apportent du déplaisir et sont à bannir de vos propos. Je me tairai. Formulez des saillies spirituelles, fines, promptes et malveillantes. Alors, votre pays guérira de ses plaies. Jamais de calembour. On les méprise à Versailles. Le calembour est noir de l'esprit. Voltaire, ma lecture de chevet. Ah, Voltaire. Une dernière chose. Ne riez jamais à vos propres mots. Oh, des groseilles. J'ai la passion des groseilles. J'en mangerai autant que Samson a tué le Philistin. Ah, les groseilles, nous les aimons tous. Et si Samson n'avait pas... Où se trouve votre domaine, monsieur? Dans la Dombe, une terre de marais, de misère et de maladie. C'est la raison qui m'amène à Versailles. Je sais que le roi est sensible aux misères. Voilà une conversation bien indigeste. Servez du champagne à monsieur Ponceludon de Malavoie. Baron, comment avez-vous trouvé les Anglais? Très distrayant. Ils ont là-bas une forme de conversation qu'ils appellent humour et qui fait beaucoup rire. Enfin, ce qu'ils appellent rien. Humour? C'est une forme d'esprit? Non, pas vraiment, non. Et comment le traduisez-vous? On ne peut le comparer à rien. Ah, c'est le mystère, vous nous faites brûler de curiosité. Mais enfin, un art de conversation qui fait rire, il faut bien que cela soit une sorte d'esprit. Non, ce n'est pas esprit le mot juste. Il nous manque un terme à nous, Français. Donnez-nous un exemple. Ça ira plus vite. Eh bien, je demandais à Lord Twickenham combien il avait de maîtresses. Et il me répondit impassible. À partir de combien peut-on dire plusieurs? C'est ça. Enfin, pour l'instant, c'est le seul exemple qui me vienne à l'esprit. Vous voulez dire à la bouche? Comment Samson a-t-il massacré les Philistins? Samson, les Philistins, souvenez-vous. Avec une mâchoire d'âne.
si j'ai bonne mémoire. Avec une mâchoire d'âne, précisément. Ah, des groseilles, j'en mangerais autant que Samson a tué de Philistins. Avec la même mâchoire, monsieur l'abbé. Une mâchoire d'âne, donc. Ce mot aurait fait le tour de la cour. Trop tard. De 2 heures. Ah, pense-lui donc, il ne fait pas bon vieillir. Il y a quelques années, je n'aurais pas raté le coche. L'esprit d'à propos n'est pas toujours ponctuel. C'est notre lot commun. Non, pense-lui donc, non. Enfin, je vous félicite. Vous avez marqué un fameux point avec votre à la bouche. Dommage que vous ayez ri. Une tortue, un encrier, une améthyste, une carriole en porcelaine, une étoile de mer, un livre. Non. Réfléchissez. Une tabatière. Vous vous trompez. Oh, une pomme. Comment ai-je pu l'oublier? Drôle de passant que les vôtres, monsieur. Ah, monsieur, les enfants ont le cerveau très humide et très fluide. À mesure que nous vieillissons, cet organe devient calleux. Et la mémoire se détériore. Je classe tous les mots d'esprit dans ce carnet. Équivoque, saillie hydrolactique, allusion piquante, jeu de mots, paradoxe. Votre à la bouche, par exemple, est une saillie hydrolactique. J'ai fait un rêve étrange. J'avais la tête sur le billot et le bourreau me dit... Un bon mot et tu as la vie sauve. Ce rêve, nous l'avons tous fait à la cour. Et perdez cette habitude de rire de toutes vos dents, c'est infiniment rustique. Monsieur de Montalieri n'est pas satisfait de toi? Ta lettre n'en disait rien, elle m'a inquiété. Cette place est excellente, Mathilde. Cette référence de préceptrice servira à tes ambitions plus tard. Le chevalier est très satisfait de l'éducation de ses enfants. Mais il ne serait pas décent que je reste plus longtemps sous le toit de Madame de Montalieri. Le sieur de Montalieri aura accès 2 fois le mois à la chambre de sa femme, qui ne pourra s'y soustraire sans rompre le présent contrat. La rupture du dit contrat mettrait fin tacitement au versement des 2000 livres de rente que le sieur de Montalieri consente à sa future épouse. Pour la dernière fois, as-tu bien réfléchi, Mathilde? Il n'a pas été fait mention des dépendances que j'ai réclamées pour mes recherches. Cela figure en annexe, mademoiselle de Bellegarde. Je vois que ma future est très soucieuse de ses intérêts, et j'y souscris. Mais permettez-moi d'ajouter à mon tour une condition qui me tient à cœur. Ma promise ne doit, ni avant, ni après le mariage, et sous aucun prétexte, paraître à la cour. Si elle le faisait néanmoins, je serais délié de mes engagements. Mademoiselle de Bellegarde, vous souscrivez à cette nouvelle condition? Ma fille déteste la corruption de la cour.
N'est-ce pas, Mathilde? Je ne mentionne pas de date pour cette union, attendu que Madame de Montalieri n'a pas encore passé. Comment se porte-t-elle? Hier, la malheureuse ne m'a pas reconnu. Vite, aidez-moi. L'étanchéité n'est pas parfaite et il s'est chargé d'eau. Quand bien même elle le serait, savez-vous quelle pression s'exercerait sur vous à 100 pieds de profondeur? Exactement 3 onces au pouce carré. Je connais moi aussi les lois de Pascal. La nature prévoyante a mis les crabes sous l'eau et les jeunes filles chez leurs parents. La nature a aussi envoyé les fièvres à vos paysans. Avec quoi graissez-vous le cuir? De la graisse de loutre. Pourquoi? Faudrait rendre étanches les coutures avec du goudron. Et puis, seule l'observation de l'habit en mouvement peut renseigner sur ses faiblesses. Tournez-vous. Mathilde, vous aimez ce Montalieri? Aimer? Je ne crois pas à l'amour. Alors pourquoi ce mariage? Quel autre choix à une jeune fille? La misère ou le couvent? Mon père n'a que des dettes et mes travaux coûtent cher. Un beau jour, vous prendrez un amant, comme toute femme bien née. Vous pouvez regarder. Ah non, ne regardez pas vos pieds. Et maintenant, la volte. 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 Si au moins la tyrannie de l'esprit nous avait délivré des généalogistes. Voilà des mois que je sollicite une audience du roi pour plaider que ma famille a été dépossédée d'un titre qui lui revient depuis toujours. J'ai fait intervenir mon cousin, l'évêque de Caen. Et je crois mon audience proche. J'en suis heureux. L'affaire est d'importance, puisque je prétends succéder au comte d'Échincourt comme assesseur à l'Académie. Charge très lucrative. Mais en attendant, vous allez sourire, je suis dans la gêne. C'est bien fâcheux. Mais monsieur, je suis prêt à vous signer un billet à échéance. Je suis moi-même dans une extrême nécessité. Désolé. Si ce n'est pas indiscret, que sollicitez-vous à la cour? Une charge d'ingénieur du roi, afin d'assécher les marais infestés par les fièvres. Vous avez des appuis? Non. De l'esprit? Un peu d'instruction et de franchise m'en tiennent lieu. L'idéal pour vous serait de parvenir jusqu'au roi. Et pour cela, il vous faut attester de votre lignée depuis l'année 1399. Nous sommes affiliés à la maison de Savoie. Je vois, mais il vous manque des preuves pour le titre de marquis de Villars. Nous l'avons toujours porté. C'est possible, mais je suis généalogiste. Et il me faut l'acte de naissance de Sigismond de Malavoie, marquis de Villars, mort en 1507. Notre château a brûlé vers 1680, peut-être que certains documents... Bien sûr, les châteaux brûlent toujours. Écrivez à sa paroisse de naissance. Ils ont peut-être le certificat de baptême. Regardez, Galvani a raison, j'ai refait l'expérience plus de 100 fois. L'électricité a bien un effet sur les esprits animaux. Et savez-vous ce que je pense? Peut-être qu'électricité et esprit ne sont qu'une seule et même chose. Ah, la finesse de la peau. On croirait déjà. Ce que vous regardez là est ma plus belle réussite. Monsieur, cet habit hydrostatergique est pure folie. D'autres ont fini noyés. Mathilde est née l'année où Monsieur Rousseau a fait paraître son Émile. Je l'ai toujours laissé libre de ses choix. Mais alors ce mariage, c'est vraiment elle qui le désire? Aucune contrainte, je vous l'ai dit.
Merci. Excusez-moi. Cette missive dépasse mes espérances. Le duc de Guigne nous prit à sa table. Je vous l'ai dit, c'est le bel esprit qui ouvre les portes. Ah, merci, Paul. Pardon, monsieur. Ce garçon est-il sourd-muet? Oui, et demeurez. Pardonnez-moi, mais je pense pouvoir faire quelque chose pour lui. J'accueille ses semblables dans mon hospice et nous avons un langage qui leur permet de... Il est très bien chez nous. Il nous est très attaché. Je m'appelle Charles Michel de l'Épée. J'en suis forté. Permettez. L'âge et la lignée. Mon arbre est formel, monseigneur. Vous et moi sommes cousins. Car dans le Poitou, j'ai une tante qui se nomme Balancourt. Balancourt de Mérignac? Balancourt du Tilleul. Mais c'est la même famille. D'ailleurs, regardez notre grand-père. N'y a-t-il pas une ressemblance? Notre grand-père? Le sien est sans doute entre les jambes du vôtre. Mais répondez, monsieur. La charge d'assesseur de l'Académie ne saurait échoir à un homme de peu d'esprit. Qu'elle ne m'échoisse point. Voilà qui serait bien extravagant. Mais ça. Il serait plaisant que vous écorchassiez ainsi la langue tout en veillant sur les débats de l'Académie. Rien de plus normal, ma chère. On confie le sérail à l'eunuque. Le garde là-bas. Il nous observe. Évidemment. Ici, c'est une promenade d'amoureux. Votre froideur se remarque. Eh bien, prenez l'air amoureux. Mathilde, imaginez vos plus belles années auprès d'un vieillard concupiscent. C'est un homme très instruit des sciences. À force d'entretiens savants sur la reproduction, peut-être aurez-vous des enfants. J'ai mieux à faire que des enfants. Pas vous? J'essaie d'empêcher ceux qui vivent de mourir. Vous faites fausse route. Les salons de Versailles ne peuvent pas sauver des enfants. Parce qu'un arbre pourri ne peut pas donner de beaux fruits. Avez-vous fini de butiner? Presque. Vous me croyez sans cœur, n'est-ce pas? Vous êtes jeune. À votre âge, on pense n'avoir besoin de personne. La récolte est bonne, nous pouvons rentrer. Dépêchons-nous. Vous me faites penser à une petite abeille qui transporte son pollen. Celles-ci n'ont pas eu de semences. Vous désapprouvez que je me livre à cet homme pour accomplir mon destin? Comment s'appellera cette nouvelle variété? Vous ne répondez pas. Vous me jugez.
C'est le feu vital qui parcourt vos nerfs qui vous rattache à moi. Rien de plus. La séance de pause, j'allais oublier. Nous reprendrons demain, monsieur, le jour baisse. Quand on vous donne les rimes, vous annoncez le vers. Attention, un bourrimé sans esprit peut vous nuire gravement. Un mot heureux peut être le fruit du hasard, mais le bourrimé... Bah, monsieur, le travail est l'ennemi de l'inspiration. Soyez téméraire, avec discernement, hein. Et méfiez-vous de l'abbé. C'est un serpent. Quand il se tait, il vous guette. Quand il parle, il est déjà trop tard. Venez. Soin, point. Envie, Eucharistie. Annoncez! Alexandrin, je comptais en ces lieux voir le roi à l'envie, l'entendre lui parler et m'instruire par ses soins. Mais c'est comme Jésus en son Eucharistie. On le mange, on le boit, mais on ne le voit point. Quelle merveilleuse vivacité. À vous, baron. Conduite, suite. Santé, été. Puis-je voir votre éventail, comtesse? Il vient des Flandres. Quel ouvrage admirable. Annoncez. Octosyllabe. Toujours fidèle à sa conduite, l'abbé, sans nuire à sa santé, peut faire 2 mots d'esprit de suite, l'un en hiver, l'autre en été. Pardonnez-moi, je me souviens seulement être invitée au chocolat du comte d'Artois. Vous nous quittez donc? La joute continue. Madame, il semble que l'abbé de Villecourt se fie plus à sa mémoire qu'à son fameux esprit. Je prie, monsieur, de votre discrétion. Soyez sans crainte, votre procédé ne sera pas éventé. Faudrait utiliser des peaux de mammifères marins. S'il le faut, j'en commanderai. Elles viennent de Nouvelle-France, ce sera cher. Vous oubliez que ma fortune est faite? Je venais nager ici. Nager? Vous savez nager? Je vous apprendrai, c'est facile. Vous avez déjà vu un noyé? C'est la chose la plus horrible au monde.
Si l'on a peur de l'eau, elle devient votre ennemi. Peur? C'est ridicule, il existe des bateaux, des ponts. Pourquoi nager? Pour le plaisir. Il doit y avoir des carpes ici. Comment sont les femmes à la cour? On dit que certaines se font poudrer le corps entier. Beaucoup ont épousé de vieux singes fortunés, mais peu savent nager. Peut-être n'ont-elles guère le choix. Il paraît aussi que les solliciteurs se battent pour manger dans la main des princes. C'est vrai? Vous avez changé. On dirait que cette comédie vous plaît. Vous deviendrez comme eux. Que faites-vous? La flottaison est assurée par la loi d'Archimède. Dites-moi seulement comment on avance. Vous poussez l'eau derrière vous avec les bras et vous agitez les jambes à la façon des grenouilles. Je m'en tiens à ma première opinion. C'est parfaitement contre nature. Monsieur Chérin, voilà plus d'1 heure que je patiente. Et ce gentilhomme passe avant moi. Je compterai votre patience pour une preuve de noblesse. Votre cas à vous ne souffre aucun délai, m'a-t-on fait savoir. Tout est arrangé. Mais... Et l'acte de naissance de Sigismond Malavoie? Si on y regardait de si près, la fine fleur du royaume tomberait dans la roture. Voici vos quartiers de noblesse en bonne et due forme. Bonne chance. Je vous suis très reconnaissant, monsieur Chérin. C'est à la comtesse de Blaillac que vous devriez réserver la primeur de votre reconnaissance. La piété des enfants est la force du royaume. On la néglige tant de nos jours. Votre paroisse ne sera pas oubliée. Pardonnez-moi, mon père, mais d'autres affaires m'appellent. Que l'Esprit Saint vous guide. Madame, comment vous dire ma gratitude? Oh, laissons cela. Je suis seulement fâchée que vous m'ayez surprise dans mes œuvres charitables. Elle prouve votre bon cœur. Tant de bonnes âmes y mettent tant d'ostentation. On attribue de l'esprit, mais peu de cœur. Vous jugerez. On prétend aussi que vous vous intéressez aux arts et techniques. Depuis que vous avez passé ma porte, monsieur l'ingénieur. Mais parlez-moi du projet qui vous fait solliciter. Mon pays est constitué d'un plateau argileux qui empêche les eaux de pluie de s'infiltrer dans le sol. De sorte que les ruissellements... Oh, quelle conversation boueuse dans mon salon. Moi, je pensais que vous alliez me parler de nouvelles machines. Le roi, qui en est féru, doit vous en entretenir mieux que je ne ferais. Il est vrai qu'il m'en parle souvent. Puis, les malheureux ne manquent pas et vous avez les vôtres. Permettez-moi de me retirer, j'ai déjà abusé. On n'abuse que quand on est ingrat. Asseyez-vous. Et causons. On dit que mademoiselle de Bellegarde est charmante, mais personne ne la voit. Savez-vous qu'un tête-à-tête est quelquefois bien plus embarrassant que scandaleux? Vous me jugez gauche parce que... en moi se combattent le respect que je vous dois et le désir que vous m'inspirez. Vous êtes d'un gothique. On ne croirait pas entendre un homme d'esprit. Vous faut-il souper pour avoir de l'à-propos? Ah, comtesse, ne me soyez pas cruelle. Peut-être qu'en d'autres circonstances, j'aurais été flattée de vos tendres propos. Et cela ne serait pas la première fois que ma chambre mène au salon du roi. Vos soupçons m'offensent, adieu, madame. Ne soyez pas orgueilleux et acceptez que l'on vous guide. Sachez mieux dissimuler votre dissimulation afin que je puisse m'abandonner sans trop de déshonneur. N'eussiez-vous appris que cela ce soir, vous n'auriez pas perdu votre temps. Mathilde!
Mathilde. Mathilde. Paul, vite. Pierre-Rémy de Beauve avait atteint 14 minutes. Nous allons faire mieux. Non, ne comptez plus sur moi. Sans Paul, vous étiez morte. Vous avez interdit de descendre. Interdit? Qui êtes-vous pour interdire? Mon père n'a jamais prononcé ce mot-là. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je meure? Je pense à votre futur mari, un second veuvage le tuerait. Saviez-vous que sa femme est enfin morte? Et oui, vous serez bientôt mariés. Après un deuil décent, évidemment. C'est un homme doux et patient. Ses enfants m'adorent. Je le garde. Quand vous voudrez immerger votre épouvantail, venez me voir. Ce mariage, vous croyez qu'il ne m'en coûte pas? J'en doute. Vous êtes un animal à sang-froid. La compagnie des poissons vous ira très bien. Le casque, rendez-le-moi! Je serai bien seul quand elle s'en ira. Mais vous-même, n'avez-vous pas un joli parti qui vous attend? Je n'ai pas de fortune. Que j'ai à faire partager. Combat d'un campagnard contre les fièvres des marais. Belle vie pour une jeune femme. Seule une femme nous rend heureux. Et pour elle, les larmes d'un homme ne sont jamais ridicules. Le cheval gris, le chapeau du cavalier, jetez-y un œil à la dérobée. Le roi nous choisit. Pensez-vous que nous ayons une chance? Chut, plus bas. Certains attendent ici en vain depuis des mois. Comme le baron de Guéret. Je préfère encore mes marais putrides à cet abaissement. Le sien est entre les jambes du vôtre, a reçu un commentaire élogieux du comte d'Artois. Croyez-vous que cela suffira? Oui. Malheureusement, le sérail à l'eunuque est sur toutes les lèvres. Madame de Ferras, Madame de Blanc-Fagot, Monsieur de Tilly, Monsieur de Bouchardol d'Aiguillère, Monseigneur d'Artimont, Monsieur de la Rousseur, Monsieur l'abbé de Villecourt, Monsieur de Champvallon, Monsieur Ponceludon de Malavoie, Maintenant, l'erreur ne vous est plus permise. Monsieur Duval d'Arcambre, Mademoiselle de Cléricourt, Monsieur le vicomte de Un Malabar, vrai Jésus. Baron de Guéret! Oh, monsieur, prêtez-moi votre soulier. Monsieur, je serais ridicule. Oh, pour l'amour du Christ, rappelez mon nom, votre soulier. Monsieur, debout, on vous regarde. Louis de France, souviens-toi que c'est la noblesse qui t'a fait roi. La vieille noblesse de province que tu humilies, qui s'entasse au poulailler, tandis que tu décores un pot rouge avec le cordon de Saint-Louis. Venez, monsieur, notre place n'est pas ici. Le peuple Sioux est notre ami. Imaginez-vous à demi nu avec un collier de grelots et d'os répandant au nom de ours puant. Et pourtant, regardez cet homme. Pour un peu, c'est nous qui serions ridicules. Ah, Madame de Blaillac.
On voit trop rarement la reine sans plein. Si vous vous souvenez de l'abbé de Villecourt. Ah oui, le sérail à l'eunuque. Le baron Ponce-Ludo de Malavoie. On m'a parlé de vous. Mademoiselle de Cléricourt. C'est rien, c'est l'idiot du marquis de Bellegarde. Elle est arrivée, madame. Fais-la entrer. Mademoiselle de Bellegarde, votre père nous chante 1000 louanges sur vous, mais il vous cache. La cour aura-t-elle un jour l'honneur de votre présence? Madame, vous avez exigé que mon père renvoie Paul, le fils de notre gouvernante. Je viens vous demander sa grâce. Il fallait l'empêcher de nuire, le mal est fait. Il ne pensait pas à mal, c'est un pauvre sourd-muet. Justement, il sera beaucoup mieux avec ses semblables. Il a toujours vécu parmi nous. Vous n'êtes pas venu me voir pour me parler de ce pauvre garçon. Vous avez beaucoup de crédit auprès de moi. Je suis très attachée à votre père. Et je peux beaucoup pour mes intimes. Le moment venu, je vous le prouverai. Madame, Paul... Vous n'êtes encore qu'une enfant. Oubliez ce demeurer. Comment se porte monsieur Ponce-Ludon de Malavoie? Quel brillant causeur. Le mieux du monde. Adieu, madame. Votre père nous avait dit que vous étiez savante. Il avait oublié votre beauté. Et vous avez sans doute beaucoup d'esprit. Non, madame. Paul! Il sera très bien là-bas. Vous disiez que ces endroits étaient des prisons. Cet abbé d'épée m'a fait bon effet. On dit son hospice excellent. Un peu plus de paille, un peu moins de fouet. Mathilde, la comtesse en fait un point d'honneur. La courtoisie m'y oblige. La courtoisie. Pourquoi cette mine de vous sourire? Vous oubliez ce Ponce-Ludon de Malavoie. Il nous a vu tricher au Bourrimé. Il pourrait, d'un mot, me rendre ridicule devant le roi. Ne vous inquiétez pas. Il n'arrivera jamais à la table du roi. J'en fais mon affaire. Croyez-vous que j'ai perdu mes griffes? Que diriez-vous d'un souper? On y servira un cuisant ridicule à monsieur Ponce-Ludon de Malavoie.
Ceci est-il à vous? La comtesse de Blaillac ne viendra pas à votre rendez-vous, baron. Elle a une partie de piquet chez Madame de Lamballe. Entre deux cœurs, le plus court chemin n'est pas la ligne droite. Monsieur l'ingénieur. Je retiendrai votre géométrie, monsieur. Adieu. Mais il y aura demain chez elle un souper de gens d'esprit. Elle vous y souhaite. Seule. Baron, ma personne n'a rien pour inspirer la passion, j'en conviens. Mais à 30 ans, Mathilde sera une veuve riche. Très riche. Avec toute la vie devant elle. À la bataille de Fontenoy, un jeune tambour, dont le côté droit du cerveau avait été emporté par un boulet, eut le temps de s'écrier en riant « Ah ça, mais où ai-je la tête ?» Voilà une saillie hydrolatique. Tiens, un attelage à cette heure-ci. Pour moi, monsieur. Un rendez-vous galant, n'est-ce pas? Je laisserai la lanterne allumée, vous l'éteindrez en rentrant. Bonne soirée. Mon Dieu, je m'aperçois que nous sommes très à table. Nous devrons inviter un valet à prendre place parmi nous. Le remède serait pire que le mal. Un valet parmi nous. Nous serions assurés d'un joli ridicule. Alors l'un de nous doit quitter la table. Que le moins titré d'entre nous se sacrifie. Je propose plutôt une joute. Que celui qui aura eu le moins d'esprit quand on apportera le potage se lève et quitte la table. Un tournoi de bel esprit. Le gant est jeté, que les champions s'affrontent. Comment va votre femme, monsieur? S'enquérir de la femme auprès du mari revient à s'enquérir de la mode d'hier. Sachez que je couche à Clermont-Ferrand une fois par mois pour prévenir les mauvaises langues, au cas où ma femme serait grosse. Coucher avec son mari, voilà bien une envie de femme grosse. Et pourquoi quitter Clermont-Ferrand? La bonne société y est comme ailleurs, et la mauvaise est excellente. Pour ma part, je ne fréquente plus les filles publiques. Elles sont aussi dépravées que les femmes de bien. On peut dire qu'il est plus facile de mourir pour une femme que d'en trouver une qui le mérite. Moi, je n'épouse que les pucelles. Mais elles ne vendent bien cher un trésor dont tous les hommes ont la clé. Avez-vous remarqué, monseigneur, que les confesseurs des femmes deviennent presque toujours archevêques? Les femmes ont plus d'à propos que les hommes. Et quand le pécheur est sans esprit, la pénitence est pour le confesseur. Monseigneur, laissez un peu l'esprit. Il ne sert qu'à s'ennuyer avec ceux qui n'en ont pas. On dit d'un homme d'esprit qui se tait et qu'il n'en pense pas moins. Un sot qui se tait n'en pense pas davantage. Oh, ne décriez pas les ennuyeux, ma chère. C'est la plaine qui donne son relief à la montagne. Attendez. Monsieur Ponce-Ludon de Malavoie n'a pas encore parlé. L'esprit est comme l'argent. Moins on en a, plus on est satisfait. L'esprit est le contraire de l'argent. Moins on en a, plus on est satisfait. Voltaire. Il est préférable de comprendre ce qu'on pille. La joute est terminée. J'ai grand faim. Faites-moi servir en cuisine avec les valets, je vous prie. Sachez qu'on juge un homme à ses fréquentations. On a tort, monseigneur. Judas avait d'excellentes fréquentations. Vous me pardonnerez de ne pas assister à votre mariage.
Avez-vous tellement hâte de ne plus me voir? Oui. Je sais qu'une femme qui se jette à la tête d'un homme perd toute chance de lui plaire. Elle deviendrait une femme ordinaire en renonçant pour moi aux fleurs aquatiques. Qui parle de renoncer. Nous unirions nos forces. Vous partageriez ma vie à la tête d'un domaine croulant sous les dettes. Vos rêves n'y résisteraient pas. Si seulement je ne vous avais pas rencontré, j'aurais continué à feindre d'ignorer qu'on m'achetait. Le peintre vous attend, je vous fais mes adieux. Après la pause, irons-nous en promenade pour la dernière fois? Je vais atteindre le premier relais de poste avant la nuit. Était-il si difficile d'avouer votre amour? Nous sommes de la même espèce, Mathilde. Il nous faut tout sacrifier à nos desseins. Était-il si difficile d'avouer votre amour? Vous êtes un gothique. On ne croirait pas entendre un homme d'esprit. Vous avez changé. On dirait que cette comédie vous plaît. Vous deviendrez comme eux. Rentrez chez vous, monsieur. Vous serez plus utile à vos paysans. Pauvres gens, comme un malheur ne vient jamais seul, leur simple vocation provoque l'ennui. Ce sont les finances du royaume qu'on assèche. Ce mariage, vous croyez qu'il ne m'en coûte pas? J'en ai tellement vu des gentilshommes de province. Le bel esprit au siècle de marron, des dons du ciel passés pour le gros lot, des grands seigneurs y donnaient la croissance, menant parfois à noble jouissance, et qui plus est faisait bouillir le pot, aurait passé ce temps ou d'un bon mot. Mais quoi, Mathilde? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu renonces à 2000 livres de rente? Tu perds la raison? Je romps cet engagement. Quoi, sur un coup de tête? Il est encore temps de te jeter aux pieds de Montalieri. Non, père, ma décision est prise. Épouser Monsieur de Montalieri m'est devenu insupportable. C'est penses-tu donc, n'est-ce pas? Les coupes ne donnent plus. J'ai vendu les 5 arpents de bois. Il a fallu acheter un cheval et faire reconstruire le pont. Mon pauvre Grégoire, tu n'hériteras que de ces ruines. Mais parle-moi plutôt de Versailles. Tu as vu le roi? C'est un homme très occupé, mais il a un mot aimable pour chacun. Le petit Léonard a la fièvre. Depuis quand? Environ 2 semaines. Il a bu l'eau des marais. Tu es allé dans les étangs. Tiens, Léonard. Le roi l'a béni pour toi. Il veut te dire qu'il aime tous les petits-enfants de France. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Le curé va réciter des prières maintenant. Le bon Dieu va les entendre. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Que veut Dieu en nous envoyant cette malédiction? Il suffirait d'assécher ces maudits marais. Ne te reproche rien.
Tu t'es privé de tout pour émouvoir la cour sur notre sort. Notre cause avance-t-elle à Versailles? Oui. Mais priez quand même, on ne sait jamais. Je suis tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera. Les Égyptiens qui gravèrent ces mots sur le fronton de leur temple croyaient qu'il n'y a qu'un effet dont on puisse demander quelle est sa cause. Or, l'univers ne se présentait à ces païens que sous l'aspect d'une cause très puissante. Dira-t-on encore que notre siècle manque de grands religieux? La cause première de toute chose doit être nécessaire, absolue, parfaite. Donc, il ne peut y avoir deux êtres infiniment parfaits, car deux ne feraient pas plus qu'un. L'être parfait ne peut être divisé. Celui qui est par lui-même ne peut changer. Or, le temps est la mesure du changement. L'infiniment parfait ne change pas. Unité, immutabilité, éternité, c'est lui, c'est Dieu, cause insouïe, sa propre cause. Bravo Villecourt, c'est lumineux. Bravo, Bravo, ce n'est rien. J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu. Mais je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à Sa Majesté. Tu finiras à la Bastille, j'éveillerai, philosophe. Majesté, ça n'était qu'un trait d'esprit. Et l'impiété devant le roi. Philosophe fanfaron, je l'ai toujours dit. Échoué si près du but. Ah, madame! Madame, le roi semble manquer d'esprit aujourd'hui. J'espère que vous saurez plaider ma cause. Je ne peux plus rien faire pour vous, mon Mais ami. le traité spirituel, je comprends pas mon insuccès. L'art Villecourt est de briller en restant à sa place. Baron, plus d'une femme rougirait de vous adresser les marques d'estime dont je vous ai gratifié, et vous partez, sans même prendre congé. Apprenez en outre que je vous ai sacrifié l'excellent abbé Villecourt, mon confesseur, qui avait pris ombrage des louanges dont je fatigue toute ma maison à votre sujet. Mais je vous donnerai quittance d'avoir mis mon salut en péril si un signe de vous m'en dédommageait. Votre sexe aurait bien peu d'avantages si nous nous commandions aux opinions de la cour et donc aux affaires du royaume. Je m'y suis essayée avec quelques succès, jusqu'à faire de vous l'absent le mieux en cour de Versailles. Qui peut bien sonner à cette heure-ci? Grégoire Ponceludon de Malavoie, madame. Il demande à vous voir. Fais-le rentrer, dépêche-toi. C'est déjà fait, madame. L'enfant est mort dans mes bras. C'est horrible. À vos canons, à vos écluses. Que faites-vous? Vous m'avez fait appeler, madame. Un accès de palpitation, mais ça va déjà beaucoup mieux. Pardon de vous avoir fait déranger à cette heure matinale. J'ai eu tellement peur. L'important est que nous soyons rassurés. Ça vous arrive-t-il souvent? Pieno di gioia il cor
Nous sommes entre amis, je crois. Permettez-moi de me retirer, comtesse. Surveillez le cœur de madame. Ses palpitations m'inquiètent. Que regardez-vous comme ça, mon ami? On dirait un diable devant la croix. Mathilde de Mantellieri n'est pas dans ses terres. Mademoiselle de Bellegarde? Ah, il est vrai que vous étiez dans les vôtres quand elle a rompu son engagement avec Montalieri. Comme intrigante, vous n'avez pas d'égal. Patience. Vous n'aurez pas lieu de vous en plaindre. Pourquoi le sourd-muet est-il un être isolé dans la nature, incapable de communiquer avec les autres hommes? Ne reçoit-il pas comme nous l'impression des objets? Pourquoi celui-ci demeure-t-il stupide? Et pourquoi devenons-nous intelligents? Car il est écrit au commencement était le Verbe. Platon fait dire à Socrate, si nous n'avions point de voix et que nous voulusions nous montrer les choses les uns aux autres, n'essayerions-nous pas, comme le font les muets, de les indiquer avec les mains, la tête et le reste du corps? Voici Simon, fils d'un marchand, 25 ans, sourd et muet de naissance. Il est arrivé à notre institut à l'âge de 15 ans. Grâce au langage des signes, il sait maintenant lire, écrire, compter. Il a l'âme d'un artiste. Voici Antoine, Pierre, Thérèse, 19 ans. Elle est chez nous depuis 3 ans. Elle fait de tête des opérations à 4 chiffres. Elle est très pieuse. Et voici Paul, 17 ans, un sujet exceptionnel. Il a appris mon langage des signes en moins de 2 mois. Il peut d'ores et déjà soutenir une conversation. Au printemps prochain, j'aurai la joie d'unir Thérèse et Paul devant Dieu. Comment osez-vous bafouer les sacrements du mariage avec ces malheureuses créatures? Un jour, j'ai vu jouer à Paris Roméo et Juliette, avec un singe et un caniche. Le futur marié peut-il seulement lire l'heure à cette pendule? Elle avance de 3 minutes, monsieur. Bravo, Paul. Parlez plus fort, mademoiselle, il ne vous a pas entendu. Demandez-lui, mon père, à quoi sert un violon? Le peintre Watteau avait plus de plaisir à voir un violon qu'à l'entendre. Mais dites-moi, monsieur l'abbé, souffre-t-il de leur disgrâce? Qu'a-t-il répondu? Monsieur, cela est impossible à traduire dans notre langue. C'est un geste d'esprit. Comment dit-on bravo, monsieur, dans votre langue? Comme ça.
Debout, mon ami. Je vous présente il signor Panella. Il vous faut un habit de cour, mon cher. Mes habits me vont très bien, je n'ai besoin de rien. Demain à 11h, vous vous trouverez par hasard en bas de l'escalier de Diane. Le roi et quelques courtisans vous y surprendront. Ce sera à vous de jouer. Je le laisse entre vos mains, signor Panella. C'est très gentil. Madame de Blaillac, n'est-ce pas le jeune homme dont vous m'avez parlé? Monsieur Grégoire Ponce-le-Don de Malavoie, sire. Ça est bien. Monsieur, on dit que vous êtes un homme de beaucoup d'esprit. Si. Si. La comtesse de Blaillac ne tarit pas d'éloges. Montrez-nous un peu cela. Faites-nous un mot, là, au débeauté. Sur moi, par exemple. Sire, le roi n'est pas un sujet. Le roi n'est pas un sujet. C'est admirable. Ce n'est pas un calembour, au moins. Non, Majesté, c'est un jeu de mots. Cela mérite de rester. Que Monsieur Ponce-le-Don de Malavoie se joigne à nous. Venez, baron Ponce-le-Don de Malavoie. Approchez, vous qui êtes ingénieur. Belle conception, sire. Cependant, si vous m'autorisez, en mettant ici une roue dentelée à cliquet, on pourrait conserver la hausse entre les tirs. Voilà bien une trouvaille. Que n'y pensiez-vous, Chevernois? On me dit que vous-même avez un projet d'ouvrage hydrographique bien intéressant. Pour assécher les marais de la Dombe, Majesté, qui sont fort insalubres. Vous plairait-il de m'en parler en particulier? Voyez cela avec Monsieur de la Margerie, mon secrétaire. Messieurs, On baptisera ce nouveau canon Ponce-le-Don. Tous les deux ont le cul plus gros que la gueule. Plaît-il? J'ai dit que vous aviez le cul plus gros que la gueule. Vous m'en rendrez raison, monsieur. Pardonnez-moi, je ne pouvais me résoudre à ne plus vous voir. Je vous écoute. Mathilde, quoi qu'il puisse m'arriver, gardez-moi un peu de votre amitié. Mon amitié vous importe donc? L'habit semble enfin étanche. Auriez-vous réussi? Promettez-moi d'être prudente. J'ignorais toutes vos nouvelles résolutions pour Montalieri. Quand vous l'avez su, avez-vous cherché à forcer ma porte? Fallait-il vous lancer à la face que j'ai joui de la comtesse pour faire ma révérence au roi? Si l'avis de vos paysans est aspri, je l'aurais approuvé. Votre raison est à toute épreuve, Mathilde. J'essaierai d'être sans détour à l'avenir. Pourquoi ces instruments, monsieur? J'assiste à un duel demain. Ponce-le-Don et le colonel Chevernois. Mathilde. S'il vous arrivait malheur, j'en mourrais. Fuyez. Allez à Saint-Bosy loger une demeure. Je vous y rejoindrai. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour vos paysans. Vous devez vivre pour eux. Faites faire mon bagage, je vous prie. Victor va atteler la voiture. Vous ne reviendrez que pour le rendez-vous avec le roi.
Madame, si je suis tué, faites porter mon chapeau et mes éperons à ma mère. Victor! Donnez le reste à vos pauvres. Arrête-moi là, je ne vais pas plus À loin. l'exception, bien sûr, des habits de cour, qui ajouteraient le ridicule à leur misère. Mais madame m'a dit de vous emmener à Saint-Beauzile. Je sais. T'inquiète pas, Victor, tu peux rentrer. Allez. L'amant intrigant et causeur venimeux finira donc écervelé par un coup de pistolet. J'ignore quelle morale on en pourra tirer. Peut-être mon tort est-il d'avoir jugé que des fruits naîtraient d'un arbre pourri. Pour l'amant, il ne regrette rien. Je rends grâce à ma passion courtisane de vous avoir connu. Et si vous avez gâché un peu de votre crédit pour mes affaires, le souvenir de vous m'aura du moins préservé de l'amertume. Les excuses n'ayant pas été formulées, nous allons procéder au tirage au sort. Monsieur de Chevernois tirera le premier. Nous nous sommes livrés sans passion et nous quittons sans regret. Mais j'ose croire, madame, qu'entre les deux, la volupté laissa un peu de place à l'amitié. Le baron Ponce-Ludo de Malavoie a tué monsieur de Chevernois. Il est avec toi? Non, madame. Il a quitté le pré avec mademoiselle de Bellegarde. Il me paiera. Quels sont ces bruits de voiture? Les visites, madame. La baronne de Boisjoli, le baron de Malenval, le chevalier de Milletaille. Déjà. Ils sont venus au spectacle me voir souffrir. Eh bien, dis-leur que je suis souffrante. Souffrante? Et si c'était la petite Vérole? Non, madame. C'est l'honneur d'une femme bafouée par Aristo. Aristo, dont le roi s'est entiché. Bientôt, vous verrez que c'est lui qui nous recevra. Il vient de faire un faux pas. Je connais la comtesse. Chez moi, quand un chien est enragé, on sonne le tocsin. Ça y est, vous avez battu le temps du chevalier de Beauve. Vous allez commencer à prendre l'eau.
Remontez! Je vous aime, Grégoire! Vous comprendrez bien que Sa Majesté ne puisse plus recevoir en audience privée un homme qui a tué un de ses officiers en duel. Du moins pour le moment. Nous aurions tous lavé notre honneur de gentilhomme. Vous avez fait votre devoir. Vous êtes trop forte, Mathilde. Versailles ne vous apportera rien. Votre pays a besoin de vous, de nous. Des mois de bassesse courtisane pour renoncer si près du but? Nous saurons cultiver cette terre. Les fièvres reculeront. Je verrai le roi. Mon rendez-vous est différé, voilà tout. Vous n'êtes pas des leurs, Grégoire. Je suis toujours très bien en cours. En doutez-vous? Amoureux des mystères d'automne, gens d'esprit au bal ne s'étonnent qu'on voit tourner dames et feuilles et les sots rester sur le seuil. Nous y sommes invités. Et si vous deviez à nouveau passer par le lit d'une comtesse? Mathilde, vous serez ma cavalière demain. C'est le bec rouge. C'est le bec rouge. Puis-je vous l'emprunter pour cette danse? Vous portez mes couleurs. Un souvenir des plaisirs que vous m'avez donnés. Le croc en jambe maintenant. Comment nommerons-nous ce plaisant danseur? Acceptez le titre de marquis des Antipodes. Pour une telle dignité, il faut bien du mérite. Oui, il n'en manque pas, à l'instar des habitants de ces contrées, il danse la tête en bas. Marquis des Antipodes. Comme c'est ingénieux. Digne d'un Voltaire. Nous finirons bien par savoir qui vous êtes. Le loueur de masques nous renseignera. Ne vous donnez pas cette peine. Demain, des enfants de chez moi vont mourir. Et ils mourront de ce ridicule qui m'éclabousse aujourd'hui. Vous enviez l'esprit mordant de Monsieur de Voltaire. Le grand homme aurait pleuré, lui. Car il était d'une ridicule sensibilité au malheur humain. Qui sera la prochaine victime?
Qui recevra en pleine face un trait si spirituel qu'une famille tombera dans la précarité? Vous? Vous, peut-être. À moins que vous n'ayez le bonheur de cracher un bon mot à la figure de votre voisin. Monsieur, ôtez votre masque! Chacun ici aimerait connaître l'auteur de Marquis des Antipodes. Je retourne à mon pays pourri, madame. Me placer là-bas. Je ferai des canaux, je monterai des digues. Je creuserai la vase de mes mains s'il le faut. Ah! L'esprit, monsieur, il était l'air que nous respirions. L'éloquence bouffie des Danton et des Saint-Just a remplacé le bel esprit. Ah. Non, vous serez bien ici. Partons clair. On aperçoit les côtes françaises. Mathilde et Grégoire sont restés là-bas. Elle l'aide dans ses travaux d'assèchement des landes. Non, enfin de la dombe, je ne sais plus. Puisse la tourmente les épargner. Quels sont vos talents, avez-vous dit? Eh bien, je peux enseigner aux enfants le français, les sciences, physique, physiologie et... Ah! Mon chapeau, il est perdu! Cela vaut mieux que la tête, n'est-ce pas? Yuma? Oh, l'humour, c'est merveilleux. Je notais dans ce carnet tous les mots d'esprit. Je les classais en saillies drôlatiques, bagatelles piquantes, paradoxes, encarts.